Je suis totalement optimiste. Je vois la détermination de la population iranienne. C'est extrêmement violent ce qu'on vit. C'est très, très douloureux. Cette détermination, c'est impossible que ce régime puisse tenir. Et ce matin, notre invitée est Hilda Degani-Smith, militante franco-iranienne engagée pour les droits humains et la laïcité. Avec elle, nous allons parler, bien sûr, des tensions entre l'Iran et les États-Unis, la fragilité du régime de Téhéran, mais aussi d'une question centrale. Quel prix les Iraniens sont-ils prêts à payer pour retrouver leur liberté? Hilda Degani-Smith, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, vous êtes militante franco-iranienne, vous habitez, je crois, depuis assez longtemps à Paris, en France, mais vous avez bien entendu encore de nombreux contacts, de nombreux rapports avec les Iraniens qui sont en Iran. La première question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à la situation que nous vivons, les tensions entre l'Iran et les États-Unis. On a vu cette nuit encore des bombardements américains à Téhéran. Comment vous vivez cette période vue de l'extérieur? Quelle est votre vue justement par rapport à cette situation? Écoutez, c'est une situation extrêmement usante pour les Iraniens. Je dirais beaucoup plus pour ceux de l'intérieur qui sont vraiment à bout de force et qui attendent impatiemment cette aide qui permettrait de leur donner les moyens de faire face à ce régime. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé il y a 2 jours. Les frappes israéliennes ont été faites sur les forces de l'ordre, sur les checkpoints, faisant fuir certains comment dire, gardiens de la révolution sur d'autres checkpoints parce qu'ils se sont dit, ça y est, c'est reparti. Et ça, c'était des frappes qui aident clairement la population. Les frappes d'hier soir par rapport à ce qui s'est passé, les frappes américaines, sont des frappes importantes quand même parce qu'on se dit que les États-Unis ne vont pas accepter n'importe quoi avec ce régime. Donc, ça reste important. Oui. Mais ce n'est pas ce qui aide dans la population. Et Et la justement, population ne peut pas faire face à ce régime. On l'a vu, oui. malgré toute sa détermination, ils sont capables de tuer. On sait maintenant qu'il y a eu près de 100 villes qui sont tombées début janvier, juste avant les tueries. Et en fait, ils ont tué plus de 40 000 personnes. Et juste, je finis là, c'est que nous avons les derniers échanges du commandant du CENTCOM par rapport à la population était de dire ne sortez pas tant qu'on ne vous Oui. a pas prévenu. Et on attend toujours qu'ils préviennent que maintenant, s'ils sortent, ils seront derrière pour les soutenir. Alors justement, on a l'impression que c'est très frustrant pour la communauté et pour les habitants iraniens, en tout cas ceux qui s'opposent au régime iranien, parce que d'un côté, il y a ces bombardements, il y a ces actions, ces attaques qui sont dirigées contre des positions iraniennes à Téhéran et dans d'autres parties du pays. Et puis de l'autre côté, on a l'impression que ces attaques ne font pas bouger, en fait, ne font pas avancer du tout la chute du régime iranien, que ces attaques, pour le moment, Trump les fait parce que voilà, il veut réagir, il veut montrer qui est le plus fort. Mais d'un autre côté, on n'a pas l'impression qu'il y a une véritable avancée, justement, pour faire chuter, pour faire tomber ce régime iranien. En réalité, c'est ça qui est très désespérant pour les Iraniens, c'est qu'ils ont la sensation que les choses ne permettent pas justement d'aller vers ce but qui est le seul but acceptable pour une très très grande majorité d'Iraniens. En revanche, moi, à titre personnel, je suis un petit peu, je pense autrement les choses. Je pense que d'abord, cette situation d'attente, bien que très très usant, pour les populations locales, que ce soit les Iraniens ou que ce soit les Israéliens. On est, j'imagine, avec un degré de différence parce qu'il n'y a pas la tyrannie en Israël, mais quand même,
Ils sont aussi impatients, j'imagine. Mais moi, je pense que ça reste très, très utile puisque ça permet d'exaspérer leur lutte interne. Ça permet de fragiliser. Vous savez, il y a quand même une base, même si elle est très, très minoritaire, mais c'est une base violente et qui a les moyens de continuer les tueries et de continuer et de devenir peut-être demain une force, comment dire, un peu comme en Irak, ce qui s'est passé. Le but, c'est de détruire cette force-là. Et je trouve que cette phase, cette attente où les États-Unis discutent avec une partie du régime au détriment de l'autre partie qui supporte pas cette idée qu'on discute avec les assassins de leur guide, ça a quand même cette vertu de fragiliser l'intérieur et peut-être de décrocher un certain nombre encore de leurs forces internes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, C'est très mais clair. C'est très clair. Mais la question qui se pose, c'est de savoir aussi si justement les Américains, grâce justement à tout ce qui, toutes ces actions, que ce soit militaires, que ce soit ces actions militaires ou diplomatiques ou toutes sortes d'actions qui sont entreprenues qu'on connaît peut-être pas évidemment, est-ce qu'ils se dirigent quand même, est-ce qu'ils se dessinent en tout cas une alternative crédible au régime des Mollahs aujourd'hui en Iran? écoutez, les Iraniens ont très très clairement montré leur alternative. Ils souhaitent une période de transition derrière Reza Pahlavi, le prince Pahlavi, qui depuis d'ailleurs qui a eu cette révolution, a toujours tenu le même langage, c'est-à-dire l'accès à la démocratie, l'autodétermination par la population du régime, c'est-à-dire monarchie ou république, et le respect des droits humains, euh, et puis aussi une relation normalisée avec l'ensemble des pays de la région et du monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, même si le monde extérieur veut parfois ne pas le voir, on ne peut pas nier que des millions de personnes sont venues dans la rue, ont demandé, ont dit son nom, et c'est le seul nom qui a été donné partout. Mhm. Et je tiens à dire que c'est des gens aussi bien de gauche et de droite, c'est des gens aussi bien républicains ou monarchistes. Parmi eux, par exemple, il y a eu des syndicats d'étudiants, des prisonniers qui ont fait vraiment des déclarations, et c'est pas des gens forcément monarchistes. Et nous avons besoin de cette figure-là, qui est une figure soit qui sert pendant la période de transition, soit qui est la figure qui par la suite devient monarque. Ça dépendra du Ouais. choix des Iraniens. Alors justement, ce choix des Iraniens, euh, on se projette hein, un peu dans l'avenir en espérant justement que le régime des Mollahs tombe. Mais quand même, ça fait presque 50 ans que l'Iran est une république islamique. Comment vous voyez la transition justement de cette république islamique? Et c'est un sujet vous connaissez bien puisque vous avez été prix international de la laïcité en 2023 et passer à une république, on va dire, laïque. Comment vous voyez ce passage? Alors, je vais vous dire, la laïcité, c'est le respect des croyances individuelles, mais les croyances restent à la maison, en fait, restent dans l'espace privé. Ce qui n'est pas le cas dans un régime religieux tel que le régime islamique actuel. Et je vais vous dire, il y a deux problèmes avec ce régime qui sont très graves l'un et l'autre. Tout d'abord, le fait que ce soit un régime religieux, mais aussi la tyrannie. La tyrannie, c'est au-delà de la dictature. Cette tyrannie s'impose à l'ensemble de la population, mais plus particulièrement aux minorités religieuses. Aujourd'hui, les sunnites, les bahaïs, les juifs iraniens, les catholiques iraniens sont tous dans des situations extrêmement violentes et empêchés de, d'exercer leurs croyances librement.
Si vous voulez, le problème de la transition, d'abord, il y a un programme de la transition qui est prévu. Mhm. Mais comment passer de l'aspect religieux à l'aspect laïque? Euh, J'aimerais que l'image qui est donnée aujourd'hui des Iraniens puisse être déconstruite. Je voyais il y a quelques jours des images. Un individu iranien avait filmé dans un lac au nord d'Iran. On voyait des dizaines et des centaines de Corans flotter dans ce lac. C'est-à-dire que les gens les jettent et les jettent de manière visible. On sait que les mosquées ont été complètement, il y a eu des milliers de mosquées qui ont été fermées parce que plus de fréquentation. On sait, j'ai fait avec un journaliste français, Emmanuel Razavi, un article dont j'ai moins fait la traduction, où on a parlé avec beaucoup d'Iraniens qui se sont convertis au catholicisme en Iran et qui nous expliquaient comment ils exerçaient leur croyance dans des églises privées, dans les maisons, etc. Et on sait que le nombre explose. Donc il y a deux faits. Et puis par ailleurs, il y a un retour très très important de beaucoup d'Iraniens vers cette croyance pré-islamique qui était le zoroastrisme, qui avait comme objet trois principes: le penser bien, le dire bien et le faire bien. C'est d'une manière générale, il y a un rejet très très important de l'islam chiite de la part d'une grande partie de la population. Mais la question, c'est pas euh, d'exclure une religion, c'est d'exclure la religion de l'espace euh, Public. public, Mhm. et c'est de permettre à l'espace privé, à toutes les religions, Mhm. à toutes les personnes de croire en leur foi. Alors, on va terminer avec un prix que vous avez reçu il y a déjà quelques années, en 2023, il y a 3 ans, prix international de la laïcité. C'était quoi ce prix, madame? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, j'ai eu l'honneur de recevoir ce prix en même temps que mon frère pour l'ensemble des actions que nous avons menées en faveur des droits humains et de la laïcité. C'est un combat, alors à titre personnel, pour lequel, vous savez, moi j'ai été d'abord réfugiée en France. Je suis arrivée il y a 43 ans. À partir du moment où j'avais 13 ans à l'époque, où j'ai été adulte, je me suis mise moi-même à aider et à accueillir des populations qui étaient réfugiées, notamment des populations euh, musulmanes. Donc ça peut être des Afghans, ça peut être des Syriens, ça pouvait être... bon, j'ai aussi accueilli des Ukrainiens ces dernières années. Mais pour moi, ce qui était très important par rapport aux populations musulmanes et par rapport notamment aux filles, c'était justement leur expliquer la laïcité, les amener à l'école, les sortir des pensées qui pouvaient leur être inculquées, avec une grosse crainte que j'avais, c'est que ces populations soient accueillies par des fanatiques, par des associations locales ici, Ouais. islamistes, et puissent être fanatisées. Mm. Donc pour moi, c'était un combat d'emmener les filles vers cette laïcité, vers la compréhension de ce que c'est et le respect des valeurs de la République. Pour terminer, une dernière question, Hilda Degani-Smith, vous êtes quand même, malgré toute cette situation, les tensions, les attaques, etc., vous restez optimiste? Je suis totalement optimiste. Je vois la détermination de la population iranienne. C'est extrêmement violent ce qu'on vit. C'est très, très douloureux. Vous n'imaginez, enfin, si vous imaginez, mais c'est très, très violent. Mais cette détermination, c'est impossible que ce régime puisse tenir. C'est impossible que cette population puisse se réconcilier avec ce régime. Et quand bien même il y aurait une étape où un visage un peu différent de ce régime viendrait, eh bien, il tombera derrière. Ça sera juste une phase, mais ce régime tombera et l'Iran retrouvera ce que l'iranité qu'il a perdue depuis 50 ans. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Hilda, et merci
pour ce message optimiste dans cette situation quand même, comme vous l'avez dit, épuisante et très, très compliquée pour le peuple iranien et aussi pour les Israéliens, bien entendu. Merci d'avoir Tout été à avec fait. nous ce matin. Merci à vous. Au revoir.